Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18e épisode de l'école des fanboys. Donc, à l'occasion de cet été des vacances, on a décidé de vous faire deux numéros hors série. Donc, le premier, vous l'avez vu en mois de juillet avec Pépé Garcia, qui était un spécial photo et vidéo, ainsi qu'avec notre camarade Nicolas Baud. Et donc, là, pour ce mois d'août, le deuxième numéro hors série que l'on a décidé de vous proposer, c'est un numéro spécial 10 ans d'iPhone. Alors, on a un petit peu d'avance parce que l'iPhone, finalement, n'aura 10 ans que au mois de janvier prochain. Mais bon, comme on a un programme assez chargé pour aller jusqu'au mois de janvier, on s'est dit qu'on allait anticiper. Et on va donc faire cette émission ce soir avec, en plus de ça, en notre compagnie, deux personnes que je connais particulièrement bien, puisque ce sont mes camarades dans l'émission iWeek sur Watch TV. Bonsoir, monsieur Eli Abitbol, comment ça va, mon petit Eli, de la Côte d'Azur? Bonsoir Teddy, bonsoir tout le monde. Tout va bien, je suis ravi d'être parmi vous pour la première fois dans l'école des fanboys. Bah oui, très content de t'avoir avec nous, d'autant plus que tu étais présent lors de la keynote de présentation de cet iPhone. On va y revenir tout à l'heure. Alors, pour te présenter à ceux qui te découvriraient ce soir, qui ne regardent peut-être pas iWeek, tu es le président des Apple Premium Resellers en France. Je crois même que tu es le plus ancien APR en France, peut-être même en Europe, hein, c'est ça? Absolument. Donc on a ce privilège de faire partie des dinosaures qui ont tenu bon depuis le début d'Apple. Et donc nous sommes non seulement parmi les premiers APR, mais nous sommes aujourd'hui, je pense, le plus vieil ou le plus ancien revendeur Apple d'Europe et probablement du monde. Rien que ça. Eh oui, 1980, ça remonte loin. Voilà, et avec donc deux magasins qui s'appellent donc MCS, l'un à Nice, où tu es en ce moment là, et l'autre à Cannes, c'est ça? C'est ça, absolument. On est resté sur la côte. Il fait beau, donc on est bien ici. Ah oui, ça je veux bien croire. Hein, n'est-ce pas, Julien, sur la côte on est bien, contrairement à la météo que tu as pu avoir sur Paris ces derniers temps? Écoute, on a eu un beau week-end Ouais. et c'est tout. Voilà. Bon, je reviens vers toi tout de suite après, Julien, pour ce point météo. L'autre invité qui va donc nous accompagner, c'est un autre camarade d'iWeek. Et là, on va prendre la direction des Pyrénées pour aller faire un petit coucou à notre ami Gilles Dunès. Salut Gilles, comment tu vas? Salut Teddy, ça va, je te remercie. Plus exactement, on est dans le Béarn. Dans le Béarn, tout à fait. Très jolie région aussi d'ailleurs. Je te remercie. Et donc, toi, tu étais également présent à cette keynote d'Apple. Tu m'avais d'ailleurs très gentiment envoyé il y a quelques semaines en arrière une photo que tu avais faite sur place. Alors la photo, je peux pas vous la montrer parce que c'est une photo qui fait 40 sur 80 cm, donc elle est dans un cadre qui est assez lourd, qui est accroché à un mur, et donc là, aller le décrocher maintenant pour vous le montrer, ça sera un petit peu compliqué, mais en tout cas, je te remercie vraiment infiniment, ça m'avait beaucoup touché. Et donc, c'est vrai que tu nous as aussi envoyé avant la préparation, enfin, voilà, pendant la préparation de cette émission, pardon, un certain nombre de photos que tu as envoyées à Julien. Et c'était très gentil de ta part. Donc, on va également aller, du coup, on en a parlé tout de suite de Julien, le saluer, notre ami monteur de cette émission. Comment tu vas, mon petit Julien? Bof, écoute, on fait aller. Cette défaite Oui, de Julien ne l'équipe de France. s'est pas encore remis de la défaite de l'équipe de France, visiblement, à l'Euro. D'ailleurs, bon, cette défaite qui était contre le Portugal, vous noterez que Mathieu n'est pas là ce soir, puisqu'elle a une unanimité, comme vous nous l'avez demandé sur les réseaux sociaux, suite à cette victoire du Portugal face à la France. Mathieu a donc été viré. Euh, Bon, en fait, c'est pas vrai, hein, je vous rassure tout de suite, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Mathieu parmi les gens qui nous regardent. Simplement, Mathieu était souffrant ce soir, et croyez-moi, pour qu'il ne puisse pas être avec nous, c'est que vraiment, il ne devait pas aller bien fort, le petit gars. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement, et on sera ravis de le retrouver à la rentrée, oui, Julien. C'est pas ce qu'il m'a dit, hein. Moi, il m'a dit qu'en fait, c'est parce qu'il était au Portugal. Il prépare un test pour rester connecté. J'ai testé Cristiano Ronaldo et la coupe. Voilà. Excellent. Ouais, moi j'allais dire la même chose. Hein. Il a trop fait la fête. Hein. Ah, c'est pas remis de cette victoire du Portugal. Bon, en plus, j'avais tout prévu, tu vois. J'avais prévu le maillot du Cristiano Ronaldo là, pour lui rendre hommage. Bon, c'est pas grave, ça fait plaisir à lui, qui est fan du Real Madrid aussi. Donc, je l'ai pas mis pour rien, quoi. Et puis, donc, on va également se tourner vers le dernier participant dans cette émission. Il s'agit donc, bien entendu, de notre ami Mister Perrier sur YouTube. Salut, mon petit Sébastien, tu vas bien? Bonsoir messieurs, alors ça fait plaisir d'avoir deux Appeliens comme ça qui ont eu la chance
d'être à la keynote. J'aurais bien aimé être à votre place, messieurs. Vous avez vraiment de la chance. Et j'ai quand même il faut quand même que je vous dise que j'ai perdu la connexion chez moi, hein, et que Mhm. j'ai dû traverser la rue. Donc je suis chez mes parents, là, dans le bureau de mon père. Donc il y a du dossier là derrière, hein. Donc s'il vous plaît, les screenshots, on arrête tout de suite. Et j'ai pensé à mon petit Mathieu. Je suis éclairé ce soir par une lampe de chantier. Donc il fallait quand même le faire, hein. Ah, attends, j'ai un appel. Oui, Mathieu? Oui, oui, oui. Ça va? Oui, ouais, t'es souffrant. Ouais, je t'appelle avec le premier iPhone, là. Ouais. Non, obsolescence programmée, non, on connaît pas, non. Non. Ouais. Prends une petite tisane, un petit miel, et puis on se rappelle, hein. Ouais, dors bien. Salut, mon petit. Puis vive le Portugal. Ciao. Ciao. Bisous, bisous. Non, c'est toi le meilleur. Ciao, ciao, ciao. Ah là là, sacré Sébastien, Excellent. effectivement, on a pu voir dans tes mains le tout premier iPhone, ça tombe bien puisque on l'a dit, ça va être le sujet de cette émission. Un iPhone qui était présenté de mémoire le 9 janvier 2007. On l'a dit, à la fois Ellie et Gilles, vous étiez présents sur place. Alors, on va se tourner d'abord vers toi, peut-être Ellie, tu vas nous dire quelle était la raison de ta présence à cette keynote, à laquelle d'ailleurs j'ai cru comprendre tout à l'heure hors antenne que tu as fini par pouvoir rentrer d'ailleurs dans la salle. Ah oui, oui, c'était toute une aventure. Bah, en fait, moi j'ai toujours fait les keynotes Apple depuis la première, hein. J'adore ça. Donc c'était une occasion d'aller aux États-Unis, qui est aussi un endroit que j'adore, et en Californie. Donc je les ai toutes faites. Et en particulier depuis le retour de Steve, bah, ça me faisait ma 10e keynote, hein, puisque 97, 2007. Et donc j'avais mes petites habitudes. Apple Europe avait pris l'habitude de me compter dans la liste des VIP, ce qui évite de faire la queue pendant 12 heures devant la salle pour les keynotes. Et ben, là, il y avait beaucoup de rumeurs sur le téléphone Apple. On savait pas, on avait parlé iPhone, mais c'était une marque déposée de Cisco, donc on avait parlé Apple Phone. On savait pas trop ce qui allait se passer. Et donc, ben, moi, je me pointe comme d'habitude à la bonne heure, hein, dans l'entrée VIP, et je donne mon nom. Et la fille à l'entrée me dit, Monsieur, vous n'êtes pas sur la liste. Ça fait, tu te sens un peu bête comme dans une boîte de nuit quand tu arrives et qu'on te dit, bah, toi, t'es pas sur la liste, tu Ça rentres va pas. pas être possible. Ça va pas être possible, monsieur. Sauf que bon, il n'y avait pas de videur, quoique, la sécurité chez Apple. Et donc, bah, tout ça, c'est simplement parce qu'Apple France avait voulu prendre la main sur l'Europe en disant, bah, on veut pas que l'Europe gère les invitations des participants qui viennent de France, on va les gérer nous. Et ils l'ont tellement bien géré qu'ils n'ont pas transmis les invitations. Et donc, j'étais un peu embêté. Et il se trouve que j'avais la chance d'avoir avec moi sur mon téléphone de l'époque, qui n'était pas un iPhone forcément, mais qui était un smartphone quand même, hein, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez du P800 Sony, cette sorte de brique qu'on portait avec un stylet. Et j'avais ben, le numéro de Tim Cook, qui à l'époque n'était pas PDG, hein, mais que j'avais rencontré en France quelques mois avant lors d'une de ses visites et qui était responsable des opérations. Et on avait passé une journée ensemble, on s'était bien entendu. Et donc j'ai appelé et je suis tombé sur son assistante, qui est une femme merveilleuse et extrêmement efficace, qui s'est débrouillée pour, avec un téléphone, m'obtenir le pass magique pour entrer à la keynote, et avec l'autre téléphone, engueuler toute l'équipe d'Apple France qui n'a pas dû comprendre ce qui leur arrivait. Donc voilà, du coup j'ai pu entrer dans le Saint des Saints, et après on va vous raconter la suite. D'accord, oui, effectivement. Et on va se tourner donc vers Gilles, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais tu es en fait l'ex-rédacteur en chef d'un site qui s'appelait macplus.net, hein, qui était un site d'actualité Mac, malheureusement aujourd'hui disparu. Donc c'était la raison de ta présence à cette keynote, Gilles, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. On était à l'époque le plus ancien site Mac en activité en France, même francophone. Et on a eu la surprise d'être approché par le service presse d'Apple, nous demandant si on voulait aller à la keynote du 6 semaines avant environ, à la keynote de janvier. Alors peut-être qu'ils nous ont refilé
les invitations d'Eli, je ne sais rien. C'est pas marrant, ça, tiens. Je suis- Et donc, je te jure que ça s'est passé comme ça, Eli. Mais c'était des entrées presse. Je crois que McGee, à l'époque, avait été convoqué aussi, et pas convoqué, hein, invité aussi. Et bon, nous, on avait dit, on avait un peu de trésorerie à l'époque, et on avait dit banco, et on y avait été un peu en catastrophe parce que il fallait préparer à l'époque des passeports biométriques, les premiers. C'était très difficile de les avoir en temps et en heure parce que tout le monde se précipitait. Le coup près était tombé assez vite de la part de Washington. Et donc, on a dû faire très très vite. Et on est arrivé le soir même, la veille de la keynote, et se faire enregistrer. Et voilà. Et donc, on était plus tôt que Ellie, pendant qu'Ellie prenait sa collation avec les VIP. Nous faisions la queue. Je pense qu'on va voir les images. Alors, donc, les deux images ont été prises à quelques secondes d'intervalle. D'un côté, c'était la meute des photographes qui faisaient la queue, et nous avions la chance d'être passés devant, alors que la queue s'étirait depuis tous les escaliers jusque dans le bloc à l'extérieur du Moscone Center Ouest. Et si on voit l'autre côté, on a un monsieur assis sur une chaise, et il n'y a absolument personne. Ça, on le voit Côté presse. le côté presse et côté peuple, et donc côté privilégié, il n'y a absolument personne. Tout le monde est en train de manger les viennoiseries, se régaler avec les viennoiseries offertes par Apple. Et donc, voilà, on attend avant la keynote environ 8 heures du matin. Ça va commencer vers 9 heures. Oui. Ah ouais, d'accord. C'est assez magique en fait. À l'époque, on n'avait pas de smartphone, évidemment, on n'avait pas de périscope pour transmettre du live ou du Hangout. Mais la salle de VIP, c'était quelque chose d'impressionnant. D'abord parce qu'Apple fait les choses, ou en tout cas faisait les choses en très grand au niveau buffet, au niveau accueil, mais surtout c'est les gens qui étaient sur place, c'est-à-dire qu'il y avait des grands sportifs, des vedettes de cinéma, les grands journalistes du style Walt Mossberg, etc., qui étaient évidemment là, qui malgré presse étaient quand même VIP, donc ils cumulaient les badges. Et donc tu allais d'un groupe à l'autre et tu reconnaissais des gens, voire des ingénieurs d'Apple que tu avais vus et que tu connaissais. Et donc c'était très impressionnant d'aller d'un groupe à l'autre de personnes avec les yeux grands ouverts en disant waouh, je suis dans le sein des saints. Ouais, et donc en fait, là, quand vous êtes allé sur place, je pense que vous vous doutiez un petit peu qu'il allait se passer quelque chose d'assez grandiose, dans la mesure où, il faut le rappeler, quelques jours avant, Apple avait diffusé cette image donc pour souhaiter une bonne année 2007 à tout le monde, sur laquelle il était marqué les 30 premières années étaient juste le début, laissant entendre qu'effectivement il y avait quelque chose qui allait arriver derrière, qui serait encore plus fort. D'ailleurs, c'est là-dessus que Steve Jobs avait un petit peu démarré la présentation de cet iPhone. Il avait rappelé l'excitation qui était la sienne ce jour-là et qui était, je crois, très visible pour vous qui étiez sur place, Gilles. Il me semble que tu m'en as parlé, d'état de limite dans un état second presque. Oui, enfin, il y avait tout un tas d'images dans la salle d'inscription pour la keynote et pour le reste de la pardon, pas la WWDC, mais la Macworld Ouais, c'était Macron à l'époque. Mais Oui. l'image à laquelle tu fais référence a été déployée, cette pomme noire en contre-jour, avec les 30 premières années, était juste le début. Ça a été déployé pendant la keynote. On ne l'a pas vu avant D'accord. avant. Ça a été déployé dans l'intervalle, comme ils font d'habitude, 3 ans avant, pour le lancement de l'iMac G5, le blanc. Apple avait fait la même chose à Paris, avait fait déployer sur tous les panneaux publicitaires qui entouraient la porte Dauphine, où avait lieu
la keynote, il avait fait, même dans les abribus, avait fait mettre les publicités pour ce fameux iMac. On l'avait tous vu à la sortie. C'est ça. Ouais. Et donc, Steve qui a donc commencé en expliquant que dans une carrière, avoir participé au lancement d'un seul produit révolutionnaire, c'était déjà une grande fierté, et qu'il avait déjà eu le bonheur, lui, d'en compter deux avec le Mac en 1984 et l'iPod en 2001. Mais que cette fois, Apple allait donc tout simplement lancer 3 produits capables de changer nos vies. C'est cette fameuse phrase qu'il a martelée à plusieurs reprises dans cette keynote, c'est ce fameux un iPod, un phone, un Internet Communicator. Et ça, la manière dont ça a été fait est martelé à plusieurs reprises. C'était vraiment du grand art, Elie, hein. Dans l'art de la keynote, je pense que là, il avait atteint le sommet ce soir-là. Absolument, mais surtout que quand on était dans la salle, on n'avait aucune idée de ce qu'il allait présenter. On se doutait qu'il allait présenter un téléphone, mais on avait déjà eu une expérience, puisque rappelle-toi que Apple, avec Motorola, avait présenté un téléphone qui était très décevant, parce que c'était un téléphone qui permettait de jouer de la musique, et encore pas n'importe quoi, très peu de titres, avec une interface utilisateur complètement pourrie. Donc, ok, Apple devait présenter un téléphone, mais on ne savait pas quoi, et on ne savait pas surtout que ça allait faire ce que faisait l'iPhone, c'est-à-dire effectivement un système pour aller sur Internet, un iPod et un téléphone, le tout dans la même boîte. Oui, Julien. Alors, ouais, c'était juste pour placer en contexte quand même, mais à l'époque, smartphone en soi n'existe pas. Il n'y a que 2 appareils dans ce style-là, c'est BlackBerry et Windows Mobile. Enfin, je ne sais plus quel est le nom à l'époque, mais il y avait des Palm. Windows. Voilà, c'est des téléphones qui sont très compliqués. Enfin, l'interface est lourde, c'est lent. Palm, c'est vraiment réservé à des professionnels. Le grand public n'y a pas accès. C'est des téléphones très chers. Ouais, je vais te raconter une petite anecdote. C'est que l'un des derniers téléphones que j'ai eu avant l'iPhone, c'est ça, hein, c'est tout simple, Sony K850i, donc là il n'y a pas de souci, c'était facile d'utilisation. Mais quand j'ai voulu partir sur un truc un peu plus compliqué, j'avais pris un HTC Diamond, je crois, qui était sous Windows Mobile. Alors esthétiquement, il était très joli, mais alors, à utiliser, c'était une catastrophe. J'ai craqué au bout de 2 ou 3 jours, je crois, et je l'ai revendu. J'ai fait une super bonne affaire, hein, sur ce coup-là, tu me diras, parce que le dos était très joli du téléphone. Oui, mais c'est tout ce qu'il avait de joli, quoi, finalement. Mais j'ai réussi à le vendre à un Belge 200 € plus cher que ce que je l'avais payé, parce que ce modèle-là n'était pas disponible en Belgique. Donc le mec, il le voulait tellement que je l'ai mis sur eBay, il a fait une enchère de ouf. Donc finalement, ça reste plutôt une bonne affaire pour moi. Mais c'est vrai que l'expérience utilisateur était vraiment catastrophique, et que ça, c'est quand même l'un des points forts de l'iPhone, Seb. Ah bah oui, écoute ça, quand tu regardais Windows Mobile, déjà il fallait des petits doigts pour cliquer sur le menu démarrer. Il y avait un stylet. Ouais, il y avait un stylet, mais quand même, t'as une interface tactile. Tactile, c'est quoi? C'est quand même les doigts, quoi. C'est pas. Logiquement, oui. Et puis c'était lent aussi, c'était très lent, quoi. Puis quand t'es arrivé sur l'iPhone, moi ce qui m'a le plus impressionné avec l'iPhone, c'est cette fluidité du départ, quoi. Maintenant tu peux pas le comparer à un iPhone de dernière génération, c'est sûr. Et comme c'était fluide, c'était pour l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Et je me souviens, ça l'est toujours, hein. C'est toujours aussi. Non, mais c'est vrai. Et il fonctionne bien, hein, donc c'est ça qui est. Et donc du coup, moi je me souviens de ce que nous avait dit d'ailleurs à propos de ça Olivier Frigara, quand on a fait l'amitié de venir dans cette émission, c'est que c'était pas le meilleur téléphone du marché. On va y revenir tout à l'heure dans un petit instant, mais quand il nous a dit, voilà, sa fille et sa grand-mère savaient l'utiliser. Et c'est vrai que j'ai mes 2 lutins qui, dès l'âge de 2 ans, savaient déverrouiller l'iPhone et savaient comment ça fonctionnait, quoi. C'est ça aussi le gros point fort de l'iPhone, oui, Julien? Oui, c'est-à-dire que à ce moment-là, le smartphone, on ne s'est pas encore dit dans l'industrie, ça va servir au grand public. C'est réservé aux professionnels quasiment. Et c'est là la force d'Apple, c'est de se dire d'un seul coup, sur les leçons de l'iPod, hein, je pense, mais c'est de se dire on va créer quelque chose pour tout le monde avec ce qu'il y a d'implanté sur des téléphones professionnels. Mais c'est marrant parce que HTC a sorti, je ne sais plus si c'est juste avant l'iPhone ou après, mais c'était un HTC qui s'appelait Touch. C'était un Windows mobile, mais avec une interface
comme une surcouche, hein, comme sur Android maintenant. Et ils avaient essayé de recopier un peu l'iPhone, mais c'était aussi la catastrophe. Au niveau du tactile, vous savez que le tactile, c'était Ouais. Et Gilles, vraiment pas du multitouch. Gilles, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, alors 2 mots sur le contexte, c'est-à-dire que euh, au départ, moi j'étais moins surpris sur l'iPod parce que 2 ans avant, avec qui s'appelle Marc Geoffroy, on avait commis un bouquin qui s'appelait iPod Backstage et qui décrivait le modèle économique autour de l'iPod et de l'iTunes et de l'iTunes Music Store. Et dans les deux devenir possible de l'iPod, on avait cité donc et la télévision et l'iPhone et le téléphone mobile, d'autant que Bill Gates n'avait cessé de dénigrer l'iPod en disant que de toute façon la mère des batailles se jouerait non pas sur le baladeur mobile, mais sur le seul objet que tout le monde avait dans sa poche, c'est-à-dire le téléphone mobile, et qu'on allait voir ce qu'on avait à voir. Oui. En moralité, on a vu ce qu'on a vu. On a vu June, super. Mais il y avait, il y a eu avant la présentation de l'iPhone, la présentation de l'Apple TV, la première du nom que Apple a présenté comme un peu un hobby et qu'ils ont mis un peu sur le boisseau en le faisant évoluer gentiment pour garder un pied sur ce marché en attendant de trouver la solution. Mais il y a eu un démarrage assez long. Pour revenir sur l'HTC Touch, Oui. il avait été présenté à quelques journalistes un trimestre avant, le trimestre de septembre, et Apple, qui travaillait depuis 2 ans et demi sur l'iPhone à partir de l'interface des écrans capacitifs projetés, s'est trouvé très très en retard. On a su après qu'il y avait une réunion des cadres assez particulière où Steve était très déçu du travail de son équipe, et au lieu de crier, avait simplement dit qu'ils étaient mauvais, et tout le monde avait été mortifié de ça, et ils avaient rattrapé leur retard en 3 mois pour avoir quelque chose à présenter en janvier. Et c'est ce qu'on a vu le 9 janvier, et pendant ce temps, HTC présenté de façon plus formelle au CES. CES à Las Vegas, qui était en même temps, oui, d'ailleurs. Oui. Voilà. C'est ça. Il y a quand même quelque chose d'important à dire au niveau de l'iPhone, parce que on voit bien que l'iPhone, c'est un produit de Steve Jobs. Vraiment un produit de Steve Jobs. Et quelle est la caractéristique du produit de Steve Jobs? C'est que les premières générations sont des produits en devenir. Ils contiennent tout le potentiel de développement et tout le côté fermé qu'impose Steve Jobs. Je vous rappelle que l'Apple II, qui était le premier ordinateur, c'était création de Wozniak, puis arrive le Mac ordinateur totalement fermé, et il a fallu des années avant qu'on ait le Mac 2 avec des slots, avec de l'ouverture, etc. Il revient avec l'iMac, objet fabuleux, mais fermé, première génération, je vous parle du Bondi Blue, totalement fermé. Arrive le premier iPhone, téléphone superbe avec les programmes qu'avait choisi Apple, mais totalement fermé, je vous rappelle, pas de développeur, pas d'App Store, pas d'appli tierce. Donc c'est bien un produit de Steve. Effectivement. On va donc on va avancer un petit peu en continuant de parler de cette keynote. Donc le premier point que Steve a développé, c'était donc la partie iPod. Et donc avec l'apparition de Coverflow sur un appareil mobile, c'était quand même aussi quelque chose qu'on avait jamais vu. Il avait fait une petite démo aussi, je me souviens donc
alors, en jouant un morceau de Green Day, un groupe que j'aime beaucoup, et puis pour mettre en avant les contenus vidéo, il y a eu un petit moment où il a diffusé une partie d'un film qui s'appelle Pirates des Caraïbes, hein, très très connu. Et l'intérêt de cette petite démonstration, c'est que ça permettait de montrer que voilà, dans un appareil qui tient dans votre poche, vous pouvez regarder un film, parce que évidemment, quand vous aviez ça avant, hein, je le remontre, hein, mon petit Sony KU150i, c'était pas possible ça. Et en plus de ça, avec l'écran qui bascule automatiquement quand vous basculez l'iPhone, voilà, ça a amené tout un tas de choses qui paraissent anodines au jour d'aujourd'hui parce que nous on utilise tous des smartphones et que les plus jeunes qui vont regarder cette émission vont peut-être même se demander de quoi on parle, mais il faut savoir qu'à l'époque ça n'existait pas, donc en soi c'était quand même une révolution, Ellie. Absolument. Et on a fait des progrès absolument incroyables. Progressivement, on s'est rendu compte que c'était génial, mais au bout de quelques mois, les gens commençaient à se dire oui, mais c'est pas si rapide que ça quand on n'est pas en Wi-Fi, parce que évidemment, il n'y avait pas de 3G à l'époque, hein, donc c'est arrivé après. Après, il y a eu l'ouverture aux applications tierces, donc l'App Store, mais tout ça a été prévu. Hein. C'est juste le fait de tenir plusieurs générations et de révéler les choses au fur et à mesure, d'en garder toujours un peu sous le pied pour pouvoir réagir si jamais. Et c'est des choses qui ne se sont pas améliorées, puisque aujourd'hui, le principal reproche qu'on fait à Apple, même si les iPhones sont à chaque fois meilleurs, je vous rappelle effectivement par rapport à ce que tu viens de dire, qu'aujourd'hui on filme en 4K. C'est-à-dire qu'on a un téléphone qui filme avec la qualité d'une caméra professionnelle. Donc, je t'invite, Ellie, à aller voir justement le hors-série que nous avons fait le mois dernier avec Pépé Garcia, où justement on a longuement parlé de ça. C'est assez impressionnant tout ce qu'on peut faire en vidéo avec un iPhone, puis avec les smartphones d'une manière générale, puisque maintenant c'est valable aussi pour les autres. Donc dans la suite de cette keynote, il a évidemment développé donc la partie téléphone en disant qu'il réinventait le téléphone avec cet appareil. Donc il y avait beaucoup d'humour hein, dans cette keynote, puisqu'à un moment donné, il a dit Killer App is making calls, c'est-à-dire que la killer app de cet iPhone, c'est de pouvoir téléphoner. Oui. Et donc, en parlant de ça, Gilles, quand je disais qu'il y avait beaucoup d'humour aussi dans cette keynote, je me souviens que pour faire la démonstration, qu'on pouvait cliquer sur des liens dans la partie email de cet iPhone, il y a un moment donné, il a appelé un Starbucks hein, en pleine keynote, c'est ça, Gilles? C'est ça. Il a commandé je sais plus quel type de café pour les 200 ou 300 personnes qui étaient dans la... Les 400, je crois même, ouais. Dans la salle. Il faut rappeler que une grande partie de l'amitié qui le lie à Steve Wozniak quand ils étaient ados consistait une grande partie de leur activité commune consistait à faire des blagues, en particulier des blagues au téléphone. Un soir, ils se sont même fait... donc le pape devait être en visite à Washington, il s'était fait passer auprès du Vatican. Il s'était fait passer par Henry Kissinger, qui était le secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'époque, avant de raccrocher en rigolant. Donc il a visiblement beaucoup... on parlait d'un Steve au sommet de son art au cours de cette keynote. Il a effectivement retrouvé tout ce qui faisait les fondamentaux d'Apple et tout ce qui faisait un peu le caractère à part de sa personnalité, cette capacité de faire des blagues de potage, et en même temps de réinventer une industrie qui a 100 ans, quoi. Exactement. Il y a un petit détail, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet iPhone, mais d'ailleurs on pourra le voir en démonstration en direct avec le proto original qui marche. Mais quand on scrollait, donc c'est-à-dire quand on défilait la liste des contacts et qu'on arrivait à la fin, il y avait cet effet de rebond qui était un concept d'interface absolument extraordinaire pour montrer qu'on était arrivé au bout d'une liste et qui aujourd'hui paraît totalement anodin. On est bien d'accord. Mais à l'époque, c'était extraordinaire. Exactement. Il y a d'autres choses hein, qui paraissent, qui pourraient paraître anodines
aujourd'hui, mais qui à l'époque était extraordinaire. C'est notamment la fonction visual voicemail, hein, donc la messagerie vocale, qui d'ailleurs, ça fait trop longtemps que j'ai pas eu d'appareil Android sous la main, donc, mais je crois que sous Android ça n'existe toujours pas, Si, Julien. ça y est, c'est même, tu choisis même si tu veux l'avoir vraiment dans la liste des appels ou en appli à part. Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit plus ou moins développé. Enfin, ils l'ont intégré maintenant à Android, mais malgré tout, tu n'es pas obligé de l'activer en tant que constructeur, en gros, et tu peux décider de faire une appli tierce. C'est un peu bizarre, mais bon, oui, tu l'as maintenant. Ouais, mais Il était temps, c'est mais récent, hein, donc c'est récent. c'est ouais, bah non, ça doit faire depuis la version 5, un truc comme ça. Donc, Ah non, ouais. peut-être plus. Enfin, non, ça fait quelques temps, mais c'est vrai que on se rend pas compte à quel point c'est novateur à l'époque, ce Ah non, c'est truc-là. clair. Parce que là, pour rappeler, à l'époque, hein, avant d'avoir ça, quand vous vouliez Mais, consulter vos messages, pour peu que vous en ayez beaucoup, fallait taper sur un, machin, et dire mais effacer. voilà, C'était un bordel considérable, quoi. Et là, d'un coup, tout devient facile, quoi. C'est ça réécouter, qui est génial, quoi. réécouter un numéro de téléphone. Quand quelqu'un vous laissait son numéro, disant tu peux me rappeler à tel truc. Mais à l'époque, il faut réécouter 4 fois le message passé par l'opératrice, ne pas se gourer et tout. Là, Oui. juste avec le pouce, on slide, on revient un peu en arrière. On écoute juste la partie message qui s'installe. Mais enfin, Ouais. c'est un truc hallucinant. Ça, l'intégration de Google Maps. Mhm. Il y Voilà. a, Ouais, effectivement, le- il avait parlé ouais, de Google Maps et donc pour en rester sur la partie donc un petit peu Apple, hein, donc il avait fait une démo de conférence call avec Phil Schiller et Johnny Ive qui étaient dans la salle. Et il y a un petit truc qui est intéressant aussi, parce que j'ai revu cette keynote il n'y a pas très longtemps. Voilà, vous avez évidemment la possibilité de mettre des numéros en favoris. Et donc quand on a vu les numéros qui étaient mis en favoris sur l'iPhone de démonstration, enfin l'un des iPhones de démonstration, parce que ça on va y revenir après avec Gilles, bon, il n'y en avait pas qu'un seul, mais dans ce qui apparaissait à l'écran dans les contacts favoris, il y avait donc évidemment du coup Johnny Ive et Phil Schiller. Il y avait Tony Fadell, le papa de l'iPod, et qui est parti sous d'autres cieux depuis. Scott Forstall, qui lui aussi est Oui. parti sous d'autres cieux, mais pour d'autres raisons, qui va un peu vous montrer la sortie. Et il y avait Eddie Q. Et puis, le dernier contact, c'était un Français, et c'est Bertrand Serlet. Eddie, je crois que Bertrand Serlet, il est un peu considéré d'une certaine manière comme étant l'un des papas de l'iPhone, c'est ça? Oui, il a pris d'ailleurs beaucoup de poids dans les années qui ont suivi, hein, mais Apple a toujours eu des ingénieurs français, et puis ce qu'il faut voir, enfin ce qu'il faut savoir, puisqu'à l'époque c'était un grand secret, c'est qu'une bonne partie de l'interface logicielle de l'iPhone a été développée à Paris. Et en fait, quand vous allez chez Apple France, même aujourd'hui, hein, place d'Iéna, il y a un 8e étage où personne, à ma connaissance, n'est allé, qui est occupé par l'équipe de développement iPhone US, donc qui travaille avec des horaires décalés par rapport à la France parce qu'ils sont à l'horaire américain. Ils rentrent et ils sortent et les fenêtres sont fermées tout le temps, on ne sait pas ce qu'ils font. Et j'ai demandé à tous les gens que je connais chez Apple France et personne n'est allé dans cet étage. C'est juste au-dessus d'eux, hein, donc. C'est la zone 51. c'est Oui, ça. oui, et donc l'interface, une bonne partie de l'interface de l'iPhone a été effectivement développée en France. Puisque Euh, tu parles Oui, vas-y, Gilles, tu voulais préciser quelque chose, pardon? oui, Bertrand Serlet travaillait chez Apple depuis Next en fait. Et Mhm. c'est lui qui a adapté le, euh, la, la, la Yellow Box, si ma mémoire est bonne, je me souviens jamais des couleurs, donc qui a donc implanté en 8 semaines ou 6 semaines le Next Step, le système d'exploitation qui va être greffé sur macOS et qui va donner OS 10 et toute une partie. Pourquoi il n'y avait pas encore d'application sur l'iPhone, c'est que pour des raisons de sécurité, Steve et son équipe pensaient que, à l'instar du BlackBerry, il fallait rester sur un système basé sur un OS web, sur du HTML5, pour empêcher les développeurs et d'éventuels petits malins d'aller trop loin dans les
fonctions de l'iPhone et de compromettre sa sécurité, alors que la sécurité d'OS 10 était l'un des joyaux de la couronne d'Apple vis-à-vis de Windows avec qui il était encore en compétition. Et Bertrand Serlet est une personne clé c'était le numéro 2 du logiciel du temps de David Evanian, et ensuite il est devenu numéro 1, et je l'ai vu après la keynote dans les travées. J'ai essayé de lui demander une interview et il m'a renvoyé bien évidemment vers les attachés de presse d'Apple, ça n'a pas été possible. Ah, et oui. Ouais, mais pour ceux qui aimeraient éventuellement en savoir un petit peu plus sur Bertrand Serlet, je vous invite à aller revoir une émission de nos camarades dont refait le Mac qu'il avait accueilli il y a quelques années, et c'est pour moi une des meilleures émissions qu'ils aient fait, donc, et où il parlait justement des contacts qu'il avait avec Steve, et enfin la manière dont Steve était entré en contact avec lui, et des anecdotes assez savoureuses. Donc voilà, un petit coucou à nos copains dont refait le Mac. On l'a dit, donc ce qui était particulièrement innovant avec cet iPhone, c'était évidemment l'interface qui était rendue possible grâce au fait que l'écran recouvrait finalement l'intégralité. Il n'y a pas de clavier comme l'a montré Steve au début de la keynote sur les Motorola, les BlackBerry, les Palm et les Nokia. Là, l'écran prenait toute sa place, ce qui permettait de faire un certain nombre de choses, puisqu'ensuite on avait droit à la démonstration pour les photos. Et là encore, on va parler de choses qui nous paraissent anodines au jour d'aujourd'hui, mais qui à l'époque c'était vraiment une révolution. C'est que voilà, des photos basculaient en même temps que vous basculiez votre écran, et puis il y avait surtout le double tap. Il suffit de faire un double tap pour agrandir la photo, le pinch to zoom, comme est en train de nous montrer Julien. C'est des choses qui aujourd'hui paraissent tellement anodines, mais vraiment il n'y avait pas ça à l'époque, hein, mon petit Sébastien. Montre-nous ça. Ouh là là, ça zoome. Et je crois que sur les premiers Android, ils étaient obligés de faire un rang pour zoomer, hein, à cause que c'était déposé. Je crois qu'ils étaient obligés de faire un rang sur les premières versions. Je crois que c'est un double tap pour aller zoomer. Je crois qu'il fallait taper 2 fois, mais effectivement, je crois qu'il y a le pinch to zoom au début existait. Le pinch to zoom, c'était en rang. Ouais, peut-être, mais effectivement, il y a une histoire comme ça où effectivement c'était déposé. Ça, t'as raison. Oui, parce qu'il y a eu un changement de. Steve l'a aussi bien précisé, il a insisté à plusieurs reprises là-dessus. Il y avait plus de 200 brevets qui avaient été déposés par Apple pour protéger cette interface gestuelle et tactile, sachant que la précédente révolution dans l'interface était celle de la souris qu'ils avaient acheté à Hewlett Packard. Non, je dis Xerox, oui. Et pour des questions de contrat bidonnés par Windows, il s'était fait shipper cette utilisation exclusive de la souris. Donc là, il avait bien précisé qu'il avait bien bétonné toute son histoire. Or, le législateur américain, en 2011, a considérablement assoupli et modifié les règles du brevet logiciel, ce qui fait que tout ce qui était protégé jusqu'à présent par les brevets d'anciennes manières sur l'iPhone a petit à petit été détricoté par les autres, et Apple a perdu bataille sur bataille sur la protection de ces innovations de 2007. Voilà, il y a eu quand même, il faut le rappeler, c'est 2 ans et demi de travail pour arriver sur ce résultat. Elie, oui, tu voulais rajouter quelque chose, non ? Non, au niveau de l'interface, ces gestes, effectivement, le pinch to zoom, et il y a aussi le geste qui permet de faire tourner une image dans un sens ou dans l'autre que personne n'avait fait avant. Donc avec les 2 doigts qu'on faisait tourner, et tout le monde a voulu copier ça. Et effectivement, comme disait Gilles, c'est devenu beaucoup plus facile, mais ça a duré un petit moment. Apple a gardé cette interface un peu unique pendant un petit moment. Après, les autres l'ont copié, et puis après, il y a eu les histoires avec Samsung, les procès à répétition, etc. Parce que Steve voulait défendre absolument sa propriété intellectuelle.
Et en particulier, ils ont été extrêmement... Enfin, lui, il s'est senti trahi. Je pense que ça a été la pire expérience de sa vie lorsque il a vu sortir Android. Parce que à l'époque, rappelez-vous qu'il avait des liens extrêmement étroits avec Google et il s'est senti totalement trahi par Google. Et à l'époque, il voulait même déclencher une guerre thermonucléaire. Il voulait couler la boîte. Hein. C'était épouvantable. Hein. Ouais, effectivement, d'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce que dans cette keynote, il avait mis Google en avant avec notamment Google Maps qui était disponible sur cet iPhone. Alors ça, c'était dans la partie donc Internet Communicator, où là donc dans la démo, on a pu voir donc l'utilisation de Safari sur l'iPhone avec notamment, on voyait afficher la page du New York Times à l'écran, et là encore, la possibilité de zoomer à l'intérieur d'une page, de cliquer sur des liens, bref, d'avoir tout simplement un ordinateur dans la poche. Hein. C'était ça, finalement, ce qu'il fallait retenir, moi, je pense, avec la présentation de cet iPhone, c'est que là, pour le coup, on avait un vrai ordinateur dans la poche pour la première fois et facilement utilisable en plus. Elie, oui. Non, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Je ne suis pas tout à fait d'accord, moi. Ah. Pour moi, le véritable ordinateur dans la poche est venu avec le copier-coller, avec la version 3, si je ne m'abuse, d'iOS. Puisque, pour les plus anciens d'entre nous, Elie en fait partie. Il se souvient comme moi que avant le Macintosh, le copier, le coller ou le pointer, on ne savait pas ce que c'est. Il fallait une disquette d'apprentissage et une cassette. Et ce n'est que dans un troisième temps que Apple a pu mettre en place de façon totalement transparente et utilisable le copier-coller. Pour moi, c'est le véritable ordinateur de poche date de ce moment-là. D'accord. N'oubliez pas qu'à l'époque, l'iPhone première génération avait plus de puissance de calcul que l'ordinateur qui avait emmené Apollo 11 sur la Lune. Hein. Juste pour mettre les choses dans le contexte. Hein. Alors, pour rappeler, il faut aussi, en parlant de ce premier iPhone, donc, avec lequel il était possible de se connecter à Internet soit en Wi-Fi, soit en Edge. Hein, il n'y avait pas de 3G à l'époque. Bon, pas de 2G non plus pour l'iPhone, ce qui est contrairement à certains de ses concurrents. Donc Steve avait conclu en disant voilà, c'était Internet in your pocket, donc Internet dans votre poche. C'est pour ça que je parlais d'un véritable ordinateur de poche. Donc effectivement, moi, ce tout premier iPhone, moi personnellement, je ne l'avais pas acheté parce que même si j'étais impressionné vraiment par cette démo, c'est vrai qu'il était quand même relativement cher. Bon, de toute façon, ça a été le cas de tous les iPhones qui ont suivi, mais surtout, voilà, il y avait quand même certaines choses qui manquaient à cet iPhone. Donc, j'ai préféré attendre un petit peu, et je dois dire que je ne l'ai pas regretté puisque ça, je ne le savais pas. Hein, j'étais pas dans le secret des dieux, mais la version suivante, la version 3G en 2008, a amené ce qui pour moi est peut-être la vraie révolution apportée par l'iPhone, c'est l'App Store et les applications qui ont complètement modifié la manière dont on utilise nos appareils aujourd'hui. Julien, je sais que tu es assez d'accord avec ça. Alors moi, c'est effectivement pareil, hein, j'ai pas eu la première génération, j'ai eu le 3G, c'est mon premier iPhone. Et honnêtement, je pense que les 15 premiers jours où je l'ai eu, je devais être 24 heures sur 24 sur cet appareil. Exactement, pareil. Mais un gamin et l'Apple Store. Mais alors, c'était un truc magique. Je passais mes journées à regarder, mais quelle nouvelle connerie il allait y avoir dessus. Mais j'étais heureux, mais comme je sais pas quoi, dès qu'il y avait une mage. Oh putain, une mise à jour, qu'est-ce que l'appli va apporter de plus? C'était ouf. Alors qu'au début, bon, il n'y a pas eu, enfin, les applis, il y avait 15 versions de la Bible, du Coran, il n'y avait pas des trucs si fantastiques que ça, mais c'était génial. Il y avait des jeux. Il y avait la fausse bière à boire. Il y a un truc quand même qui était important. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai déjà raconté cette anecdote dans d'autres émissions, mais ce qui m'a fait vraiment craquer pour l'iPhone, c'est quand j'ai vu l'application Shazam, parce que bon, moi, je suis
à fin de vie, je suis un DJ, donc et quand j'ai vu rien que ça, enfin rien que la démo de Shazam, je me suis dit, ouais non, ça par contre, bon, rien que pour ça, il me faut un iPhone parce que et de fait, Shazam, je continue même bientôt 10 ans après à l'utiliser, pas tous les jours, mais presque. Donc et il y a plein d'autres applis comme ça, enfin qui sont vraiment devenus indispensables et je me verrais pas aujourd'hui, enfin comment dire. Aujourd'hui, je me demande comment je faisais avant, quoi. À la limite, c'est ça, quoi. C'est ça qui est assez magique, du coup. On fredonnait Et- au disque. Oui, Gilles? Avant, on fredonnait l'air qu'on voulait, la chanson qu'on voulait au disque. C'est ça, c'est ça. Comme le Premier ministre britannique. Ouais. Non, non, mais Oui, en vas-y. 2 ans, enfin en 2 ans, et à peine hein, en 2 ans, les applis vraiment qui allaient changer notre quotidien sont très vite arrivées. Mhm. Et enfin, on se rend pas compte. Franchement, enfin, aujourd'hui, on se rend pas compte parce que c'est dans le quotidien. Mais des applis à la con, de RATP, de machin, qui donnaient les horaires de bus directement. Où est la station de métro du coin? Où est-ce qu'il faut aller? Tout ce qui nous a simplifié la vie et qui n'existait pas avant. Des trucs, enfin, c'était galère. On allait chez quelqu'un, quelle station de métro, à quelle heure est le train. On sortait, il y avait le gros plan à la sortie du métro. Alors, fallait bien l'étudier et puis pas partir dans le mauvais sens parce que bon bah c'est bon, on allait faire 4 rues. Ah bah non, finalement c'était dans l'autre sens, donc vas-y, je suis reparti pour 10 minutes. Là, on avait un GPS. D'un seul coup, il y a un GPS qui est tout le temps intégré dans la poche. Enfin, Ah, mais c'est le côté multifonction de ces appareils qui est intéressant, c'est-à-dire que, et là maintenant c'est valable pour tous les smartphones, mais c'est quand même un petit peu, faut le dire, l'iPhone qui a amené ça, c'est qu'on a dans la poche des appareils qui sont vraiment plus que multifonctions, c'est à la fois des lecteurs MP3, c'est des appareils photos de très bon niveau maintenant, des caméras de très bon niveau, des GPS, enfin ça remplace tout un tas d'appareils dans le format d'un produit qu'on a dans la poche, Sébastien. Ah oui, ça tu l'as dit, mon petit Teddy. Et moi, j'ai eu la chance de l'avoir, cet iPhone, en Suisse, alors qu'il était pas disponible en Suisse. Il était disponible en France, mais pas en Suisse. Ouais, alors en Et France, il était disponible, enfin, faut savoir que la c'était clignoterie limité, non? que bah, là, Orange. a lieu le 7 janvier. Il était disponible en France que le 29 novembre qui a suivi et uniquement chez Orange qu'il a eu en exclusivité Il y a 2 ans. jusqu'en février 2009. Hein. Donc pendant plus d'un an, pendant presque un an et demi, fallait être. C'est aussi l'autre des raisons pour lesquelles j'avais pas pris le premier iPhone parce qu'à l'époque je n'étais pas client chez Orange. Je le suis maintenant, mais à l'époque je l'étais pas. Mais donc voilà. Je voudrais me tourner vers Gilles parce que je l'ai dit tout à l'heure, pour préparer cette émission, tu nous as fait parvenir un certain nombre de photos. Et il y en a deux sur lesquelles j'aimerais revenir parce qu'elles ont leur importance. Et, enfin, il y en a une que tu m'as envoyée à moi dimanche en me précisant bien l'horaire à laquelle la photo était prise. En l'occurrence, elle était prise à 9h41. Explique-moi pourquoi c'est important ça. Ah oui. Parce que c'est l'heure où on lance, dans une keynote, où on lance le produit qui est le nœud central, le clou la raison d'être de la keynote. Ça a C'est changé vrai. depuis. Mais oui. À l'époque, oui. Et donc, Voilà. elle est toujours marquée 9h41. C'est la raison pour laquelle c'est toujours marqué 9h41. C'est cette heure qui est là, qui marque pour l'histoire, bien que Steve ait toujours dit, répété qu'il ne travaillait pas pour l'histoire et qu'il n'aimait pas regarder derrière. Il n'empêche que année après année sur les visuels du site d'Apple, c'est cette heure-là qui est affichée sur les écrans, quel que soit le modèle. C'est toujours le cas pour l'iPhone C'est 6. aussi l'heure qui était affichée sur la boîte, les boîtes des iPhones. Hein, C'est ça. Oui. Tous les Et donc, visuels. c'est vrai que, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je connaissais ça, je savais pourquoi cet horaire-là de 9h41 était important, mais ce que je veux dire, c'est voilà, j'ai trouvé ça vraiment super de ta part, Gilles. Enfin, moi, quand j'ai reçu l'image dimanche, c'est parce qu'en fait, voilà, là, j'avais devant moi, en fait, Steve Jobs dans la seconde qui précède le moment où il va annoncer, enfin ce qui a révolutionné l'histoire de la téléphonie mobile. Donc c'est une photo qui est d'une très très grande importance et c'était très gentil à toi, Gilles, de nous l'avoir fait partager. Je t'en remercie vraiment. Quoi. Tu m'avais également envoyé ça hein, il y a quelques semaines, donc il est adorable ce Gilles.
Et donc l'autre photo qui me semble importante, dont tu voudrais nous parler, c'est le fait, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'en réalité pour faire ces démos, tu m'as envoyé d'ailleurs un lien aussi vers un article que tu avais écrit à l'époque. Pour faire ces démos, en réalité, Steve a utilisé 3 iPhones et toi, tu as réussi à prendre en photo, on a une photo où on distingue les 3 iPhones, Gilles. Oui, parce que on va faire de la géographie dans la salle. Donc Ellie était au milieu, au 3 ou 4e rang d'après ce qu'il nous avait raconté. Donc à peu près ce qu'on voit sur les vidéos sur YouTube ou les vidéos décidément, j'y tiens, de la Macworld dans l'axe de la salle. Et moi j'étais placé avec les photographes sur le côté gauche, à l'aile gauche, et tout à fait au premier rang, un peu en retrait du pupitre sur lequel on voit de temps en temps les officiels d'Apple s'appuyer pour faire leur démonstration, pour bien laisser la salle voir ce qui se passe à l'écran et ne pas les distraire. Et donc, moi j'étais placé légèrement derrière ce pupitre, donc j'avais accès à ce qui se passait sur ce pupitre. Et donc, on voit sur cette photo, donc Steve qui, au moment de la présentation de la partie iPod de l'iPhone, on voit nettement les 3 iPhones qui sont présents et qui ont servi successivement à présenter les 3 fonctions principales de l'appareil, sachant que vraisemblablement, comme je disais tout à l'heure, ça a été fait dans l'urgence pour rattraper leur tâche. Un mot après, on saura ce qui s'est passé. Comment dire, l'iPhone n'était pas prêt, ce n'est pas l'iPhone qu'on a eu dans la poche, Oui. Les Américains, à partir de juin, et les 3 fonctions étaient séparées. Dès que l'iPhone a été disponible, les gens, bien sûr, l'ont ouvert pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, et il y a une revue d'électronique qui a dit qu'ils étaient extrêmement étonnés qu'un appareil de cette fonction-là et de cette avancée-là soit conçu de cette manière, et que si ça avait été un travail d'un étudiant en électronique de première année, il n'aurait probablement pas été accepté. Et non, il y avait des composants partout. Ils ont travaillé en 6 mois dans l'urgence pour pouvoir avoir un produit industriel qui tienne la route. Et ça a été également le cas pour le logiciel où ce produit qui avait été largement vanté pour sa sécurité a été craqué extrêmement rapidement et il a fallu attendre 6 mois pour que les choses soient un peu colmatées, et les gens qui ont regardé le code ont dit que c'était extrêmement étonnant qu'il y avait beaucoup de types de langage à l'intérieur, du script, de l'Objective-C. Enfin, c'était un chat n'aurait pas retrouvé ses petits non plus. C'était vraiment une prouesse industrielle de la part des équipes d'Apple de pouvoir sortir quelque chose qui tienne la route dans ces temps-là qu'ils s'étaient eux-mêmes imposés. Alors, oui, vas-y, Ellie. Gilles a dit quelque chose de très important au niveau de la date, parce que l'iPhone a été présenté en janvier et puis il est arrivé aux États-Unis en juin. Moi, je l'ai eu, je suis allé à New York exprès pour l'acheter. Et à l'époque, évidemment, il était SIM-bloqué, hein, donc on ne pouvait pas l'utiliser. Je l'ai utilisé comme un iPod et comme un communicateur Internet, hein, parce que téléphonie, ça marchait vraiment pas. Il a fallu attendre le jailbreak dont tu as parlé, Gilles. Mais c'est très important cette date de juin, parce que on va parler peut-être après des 10 ans de l'iPhone, donc 2017. En attendant, il y aura eu l'iPhone 7. Mais l'iPhone 7 n'est pas l'iPhone des 10 ans. L'iPhone des 10 ans d'Apple, celui qui va être AMOLED, celui qui va avoir toutes les technologies et qui va dire papa, maman, lui va sortir en 2017. Mais s'ils veulent faire la date d'anniversaire, les gens vont l'attendre en septembre, mais il va sortir en juin. Peut-être. Peut-être, ouais, effectivement. Moi, ça fait partie des convictions que j'ai concernant l'iPhone 7 qui va être présenté au mois de septembre. C'est qu'effectivement, s'il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la version
telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, c'est parce qu'effectivement, Apple se réserve pour la version suivante qui marquera les 10 ans de l'iPhone et qui aurait marqué une rupture au niveau design. Oui, Julien? Eh ben, non, non, mais c'est juste, je voulais rebondir parce que là, on survole quand même quelque chose de très intéressant et qui va aussi changer dans le domaine de la téléphonie, mais c'est le fameux jailbreak. C'est-à-dire qu'effectivement, ce téléphone, quand il sort, Gilles l'a dit, il y a des trucs très frustrants. Il n'y a pas le copier-coller. L'interface est totalement fermée, on peut pas faire grand-chose et très vite, ça va pousser des gens à vouloir aller plus loin dans les entrailles de ce téléphone. Et il va y avoir le piratage de ce téléphone, quelque chose auquel on pense même pas à faire avant. Enfin, les Windows Phone, on les manipule. Bon, c'est Windows, c'est normal. Mais je veux dire, on n'a pas l'idée de faire ça à son téléphone avant, tout bonnement, parce que ça n'a aucun intérêt. Alors que là, ça va susciter l'envie de le faire pour pouvoir proposer d'autres performances, d'autres possibilités sur ce téléphone. Et il va y avoir toute cette course à essayer de les débloquer, de les casser. Et ça va amener aussi, et je pense que ça participe réellement aussi au succès de ce téléphone, ce petit côté de piratage qui, en plus, n'est pas le propre d'Apple, qui avait toujours été le propre de Microsoft, mais qui n'est pas du tout le truc d'Apple, qui restait un circuit assez fermé jusqu'ici. Ouais. Alors, tu parlais de Microsoft, oui. Oui. Oui, j'ai une petite anecdote effectivement de jailbreak. Rappelez-vous que le premier c'était Geohot, donc un étudiant qui avait jailbreaké l'iPhone au niveau hardware, hein, parce qu'il l'avait vraiment fait avec le fer à souder à la main, et il avait échangé, enfin le prix de son jailbreak c'était une voiture de sport. Donc il avait eu une voiture de sport, il était étudiant et depuis il est devenu mondialement célèbre. J'avais à l'époque correspondu avec lui et j'ai même un email de lui qui est assez, que je garde dans mes archives. Et depuis, il a beaucoup progressé. Il a fait une fac brillante. Il a fait quelques trucs. Il a aussi piraté la PlayStation de Sony, ce qui lui a valu un procès monumental. Donc, il a eu de la peine à se remettre. Et aux dernières nouvelles, il a créé enfin une société. Et il est en train de développer un système de conduite autonome qu'il a présenté à Tesla en particulier. Elon Musk lui a proposé un boulot chez Tesla payé en millions de dollars qu'il a refusé. Et il a une boîte avec quelques personnes et lui dit qu'à lui tout seul, il va faire une voiture qui va se conduire mieux que une Tesla, donc de façon autonome. Et là, c'est un challenge qui est lancé. On verra le résultat dans quelques temps. Effectivement, donc comme je disais à l'instant, Julien nous parlait de Microsoft. Au moment de la sortie de l'iPhone, ça a valu de grands éclats de rire du côté de Microsoft, et particulièrement de Steve Ballmer, hein, qui avait dit que ça ne marcherait jamais. Bon, alors il faut rappeler aussi qu'Apple n'avait pas forcément de très grosses prétentions pour les ventes d'iPhone, puisqu'ils disaient, ils espéraient, je crois, 1% du marché. 1%, tout à fait. Donc, bon, de fait, ils en ont eu beaucoup plus et très rapidement, parce qu'ils en ont vendu quand même des palettes et des palettes, ça se compte par dizaines, voire centaines de millions maintenant. Et donc, ce qui est considérable à tel point que récemment, un magazine très connu aux États-Unis, le Time, consacrait à l'iPhone comme étant le gadget le plus influent de tous les temps, rien que ça, hein, donc c'est vrai que ça a quand même pas mal bouleversé la manière dont on utilisait les téléphones et puis surtout ça c'est quand même rendu presque indispensable ces appareils, alors qu'avant à la limite, moi quand je parlais de ça tout à l'heure, hein, de téléphone que j'ai avant, si je partais le matin et que j'oubliais, j'allais pas aller faire demi-tour pour aller le chercher parce que ça servait à pas grand-chose à part rappeler et envoyer des messages. L'iPhone, si j'oublie, je peux vous assurer que je vais faire demi-tour pour aller le chercher, quoi, parce que ça va être compliqué pour moi de finir la journée si je l'ai pas avec moi. Donc voilà, ça montre bien aussi une évolution à ce niveau-là. Sébastien, est-ce que tu veux rajouter? On n'est pas au bout encore. Il manque un truc, c'est que Apple n'a jamais franchi le pas d'être opérateur téléphonique mondial. On approche maintenant avec des offres comme celle de Free qui permet de faire du roaming quel que soit le pays pendant 35 jours. Et c'est assez important parce que l'iPhone est devenu tellement indispensable, tellement essentiel que quand on est à l'étranger, encore plus, on a besoin de GPS, on a besoin de savoir où est la pizzeria la plus proche ou le Starbucks, etc. Et pendant de nombreuses années, ça coûtait une blinde. Il y a eu des factures en milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros pour des touristes imprudents. Et donc, il manque encore cette communication globale, planétaire. Et là, on aura bouclé la boucle.
Il n'y a pas qu'à nous hein, que l'iPhone est indispensable. L'iPhone, il est aussi indispensable à Apple, tout simplement parce que tu vas me dire, Gilles, mais à l'heure actuelle, enfin, ça fait déjà un certain nombre d'années d'ailleurs que c'est le cas, mais la part d'iPhone dans les résultats d'Apple, c'est énorme, à tel point que c'en est même presque limite dangereux, hein, d'une certaine manière, parce qu'il ne faut pas qu'ils se cassent la gueule avec la prochaine génération. Ça leur met une pression à chaque fois supplémentaire, hein, Gilles. Oui, mais on a toujours fait ce reproche à Apple quand la vache à lait, comme on dit en- Mhm. en économie, c'est-à-dire le produit principal, celui qui fait bouillir la marmite et qui dégage des bénéfices pour préparer le produit d'après. Quand c'était l'iPod, on a fait le même reproche à Apple en disant que c'était dangereux et que il s'éloignait dangereusement de leur cœur de métier qui était le Macintosh. Euh, il y a toujours un produit phare, ça a été le cas de... Enfin, on n'a jamais reproché à Microsoft que d'être dépendant à ce point de Windows, par exemple. Mais quand même, ça c'est arrivé jusqu'à 75% des revenus d'Apple. 75%, c'est considérable. Ouais. Qu'un produit représente 30-40%, c'est déjà énorme. Quand ça dépasse 50, ça commence à être dangereux. Moi, je suis d'accord avec Teddy. 75%, c'est extrêmement dangereux. Si une génération ne plaît pas au public, Apple a vraiment des soucis. Hein. Ouais, clairement, ouais, même s'ils ont bon, un réservoir en cache qui leur permettrait de voir revenir, mais oui, Julien. Oui, juste un petit truc, c'est qu'on encense quand même beaucoup Apple et tout ce qu'apporte l'iPhone, mais il y a quand même un gros point sombre que va amener l'iPhone, qui a toujours pas été réglé. C'est que à l'époque, les téléphones à ce moment-là, les petits GSM qu'on a dans la poche, là, ils sont sans fil. Et avec l'iPhone, c'est terminé. J'entends par là que quand l'iPhone débarque, eh ben, vous avez intérêt à avoir le chargeur sous la main. Parce que, hélas, ces appareils-là, avant, on a des téléphones, certes tout pourris, mais qui tiennent une semaine, voire plus, sans la charge. Et là, Bah, même la journée, c'est très très difficile. Et c'est ça, vrai c'est le problème qu'on n'a toujours pas réglé. Bon, ils ont commencé, ils étaient monochromes. Ouais, Mais on voilà. va pas partir là-dessus, mais c'est vrai que Je voulais juste dire aussi. Ouais, non, mais vas-y, finis, Teddy. oui, je disais, on l'a déjà dit à plusieurs reprises ici, mais c'est vrai que sur tes smartphones, tout a évolué depuis 10 ans. On fait de meilleures photos, on fait de meilleures vidéos, bref, tout a vraiment été amélioré. La seule chose qu'on n'arrive pas vraiment à améliorer, c'est l'autonomie, mais en même temps, c'est logique, puisqu'on fait toujours de plus en plus de choses avec ces appareils, on les sollicite de plus en plus, donc ils sont de plus en plus fins, donc on peut pas y loger des batteries non plus trop grandes dans des appareils À une qu'on peut tout avoir, hein, à un moment donné. C'est vrai, à une exception près. Pour la première fois dans la course à la puissance et à l'autonomie déclinante d'Apple, il y a un produit magique qui s'appelle l'iPhone SE. Ce Ouais. produit extraordinaire, tout le temps en rupture de stock, qui a réussi à avoir un peu plus de puissance qu'un iPhone 6S, avec 1 à 2 heures d'autonomie de plus, ce qui est une première mondiale, et pour 300 € de moins. Donc c'est un best-seller absolu. Depuis qu'il est sorti, il n'y a pas un jour où on ne soit pas en rupture de stock. C'est un truc incroyable. Effectivement. Si- Sébastien, je t'ai interrompu tout à l'heure, donc tu voulais dire quoi, pardon? Je veux dire que la sortie de l'iPhone aussi, ça a poussé Apple devant la scène et qu'à l'époque, quand même, la communauté d'Apple, c'était une petite communauté où on était bien tous ensemble. C'était un petit peu la Suisse, hein, notre petit pays tranquille. Nos processeurs, il y a un moins gros chiffre, mais ils sont plus puissants que chez vous, et patati patata. Et c'est vrai que l'iPhone, les critiques sont arrivées aussi avec l'iPhone. Les gens ont commencé à critiquer Apple parce qu'Apple est sorti sur le devant de la scène, alors qu'avant, on était tous bien dans notre petit cocon, on était bien avec nos Mac et nos Ouais, iPods. mais donc Et tout d'un sans coup, l'iPhone, il n'y aurait pas, ça, l'école des fanboys. ça a mis un coup de pied dans la fourmilière. Il n'y aurait pas l'école des fanboys s'il n'y avait pas l'iPhone du coup, parce que l'apparition des fanboys, Ouais, le c'est vrai. phénomène des fanboys. Et je voulais dire aussi un petit truc pour Cydia, enfin pour le jailbreak et pour Cydia, que je trouvais que l'interface pour du hacking hein, était super bien faite. Ça veut dire qu'on avait un store déjà, alors que l'App Store n'était pas encore sorti, qui était déjà très lisible. Et même en français, on a vite une mise à jour pour avoir le jailbreak en français. Et donc tu Ouais. t'y retrouvais, même un novice pouvait se retrouver sur Cydia facilement. D'accord. Alors, on va donner le mot de la fin parce que le temps passe très vite et il va malheureusement falloir qu'on se quitte avec Elie et Gilles. Donc j'ai vu que Gilles, tu avais essayé d'intervenir et à chaque fois il y avait un ou l'autre qui est intervenu avant toi. Donc tu voulais nous dire quoi pour finir, Gilles?
que l'augmentation de l'autonomie de l'iPhone SE et de la puissance ressentie était due à la diminution de la taille de l'écran. Bien sûr. Parce Mhm. que comment dire, si on met un moteur de berline dans dans un cabriolet, on va aller beaucoup plus vite et on va avoir une voiture beaucoup plus nerveuse. Il faudrait dire un truc, c'est que on a beaucoup encensé l'iPhone du début et toute sa carrière, mais l'appareil photo du premier iPhone était tout juste catastrophique dès qu'on commençait à quitter le plein soleil. Ça a été un des gros progrès justement fait par Apple de ce côté-là, même si Samsung et Sony et HTC ont repris du poil de la bête. On a vraiment les deux fonctions principales, Android et iOS confondus d'un smartphone, c'est la téléphonie, le courrier et la prise de photos, parce que c'est l'appareil photo qu'on a toujours dans la poche, donc c'est le meilleur et le plus utile. Effectivement, ouais. Et c'est d'ailleurs ce dont on a parlé lors de notre précédente émission. Moi, je conclurai juste. Oui, Jules? Oui, deux mots sur la, la présentation de l'iPhone à la fin euh, dans les, dans les couloirs de la Macworld et ensuite lors de l'Apple Expo à Paris. L'iPhone était présenté dans des colonnes en verre sur Mhm. des présentoirs sur un axe qui était alimenté et avec un mouvement de rotation qui permettait de montrer tous les aspects, une lumière chatoyante. Et les gens étaient vraiment scotchés. Et j'ai réussi à prendre une photo d'un des visiteurs. Alors on voit, il y a deux photos, on voit la face avant et la face arrière du premier iPhone, et euh, une troisième où on voit l'expression d'un visiteur qui est, on entend presque le bruit de la mâchoire qui tombe par terre. Il est littéralement bouche bée. Vous le verrez sur le. D'accord. Bah, en tout cas, je te remercie pour tous ces documents que tu nous as envoyés. C'était vraiment très très sympa de ta part. Moi, je voulais juste conclure en disant que voilà, par rapport à cet iPhone, l'iPhone est bon, le smartphone qui a, je pense, vraiment démontré que une bonne interface utilisateur couplée à un bon système applicatif, bah, ça garantit le succès et que c'est probablement ce que n'ont pas compris assez tôt à la fois BlackBerry et Microsoft, et on voit ce que ça a donné et qu'aujourd'hui on a un marché un peu bicéphale avec iOS d'un côté et Android de l'autre. En tout cas, je tenais vraiment à remercier Gilles et Ellie d'avoir été avec nous ce soir, c'est très intéressant. Ellie, je le rappelle, donc président des APR en France, président également du Club Tesla France, hein, Non, pas encore. pas encore, donc du fan club, hein, je veux dire. Mais t'es un t'es un des responsables du fan club Tesla. Non, je suis administrateur effectivement, Alors, c'est ça, c'était le mot de que je la cherchais. page Facebook, oui, oui. Voilà, dont j'ai la chance d'être membre aussi, parce qu'on a beaucoup de passions en commun avec Ellie, hein, le Real Madrid, Tesla, Apple, Star Wars. Enfin, voilà, Et oui, c'est je fou. vais venir par demander si c'était pas mon père, hein. Que des trucs de pauvres. Hein. Ah bah écoute, hein, on aime, hein. Ah oui. En tout cas, voilà, je serais ravi de venir très prochainement, parce que je sais, j'arrête pas de repousser, mais promis, je vais venir descendre un de ces jours sur Nice pour essayer cette Tesla. Et puis, bah, j'espère qu'on aura la chance aussi de se revoir très prochainement sur Watch TV, dans l'émission iWeek, à laquelle tu participes également, Ellie. Absolument. Ben, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, j'étais ravi de participer à l'école des fanboys avec vous. C'était une première et c'était une belle première, donc j'ai été vraiment très content. Et ben, je fais la bise à tous les spectateurs et je vous dis à bientôt. Merci Ellie. On va remercier également donc notre ami Gilles Dunès du côté du Béarn, ex-rédacteur de MacPus.net et qui, si je ne m'abuse, rédige encore de temps en temps des petits articles pour Atlantico, Gilles, c'est ça? De temps en temps, il me pose des questions, alors je Tu réponds? réponds. Pas tout le temps dans le sens où il pose la question, où il espère. Mais bon, ils ont un côté
contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre, qui est assez rigolo à prendre un peu en défaut, surtout quand ils partent sur des idées reçues vis-à-vis d'Apple. C'est assez amusant à faire. Ouais. En tout cas, c'était très sympa, comme je disais tout à l'heure, de nous avoir fourni tous ces documents qui sont très exclusifs. Et bien sûr, t'inquiète pas, on prend de grands soins. Et puis, donc, c'est toujours intéressant aussi de t'écouter, tout comme Ellie d'ailleurs, parce que vous êtes un peu des mémoires vivantes de cet écosystème Apple. Donc, merci à vous deux. Et donc, Gilles, pareil, hein, j'espère avoir le plaisir de te retrouver très prochainement dans Eric sur Watch TV. Le plaisir partagé, Teddy. Je te dis à bientôt. À bientôt, merci les gars. C'était un plaisir, messieurs. Merci beaucoup. Merci à tous. Et donc, pour poursuivre cette émission, on a une petite surprise pour vous, parce que d'une certaine manière, c'est un peu l'invité mystère de cette émission. Ça fait déjà un petit moment que je vous en parle, puisqu'elle aurait notamment pu être avec nous. Alors, on aurait voulu qu'elle soit avec nous la fois dernière dans l'émission qu'on avait fait avec Pepe Garcia, mais bon, pour des raisons techniques, ça n'avait pas pu être possible. Donc, je suis ravi d'accueillir enfin quelqu'un qui est pas encore connu en France, mais ça va peut-être venir, ça va peut-être changer après cette émission, allez savoir, mais qui est en revanche très connu dans son pays, en Belgique. Il s'agit donc de Vadou Amka. Bonsoir Vadou. Salut, salut. Comment tu vas? Ça va très bien. D'ailleurs, c'est rigolo ce que tu dis, que je suis pas du tout connu en France et beaucoup en Belgique, parce qu'en fait, c'est l'inverse, figure-toi. Ah ouais? C'est mon pays qui m'a totalement oublié, Ah, alors ouais. que la France, les conventions, c'est tous les mois ou quasi presque toutes les semaines, il y a quelque chose à faire. Alors moi, en fait, pour te dire ça, si tu veux, je me basais sur le fait que je sais que tu as déjà participé à quelques émissions en Belgique, et je crois que tu nous fais le plaisir ce soir d'assister à ta première émission en France, me semble-t-il. Alors, c'est pas tout à fait la première. J'ai déjà fait quelques podcasts avec des potes, Ouais. mais ça, c'est pas régulier, on va dire. C'est assez rare. Oui, mais c'est en Belgique, ça, c'est pas en France. Si. Non, non, c'est avec des Français. Ah, Les Français. Loupé! les premiers. Ouais, t'es dit, on arrête tout, on n'a pas l'exclu là. Il est tout déçu maintenant. C'est pas grave, on peut recommencer si tu veux. Appelez-moi tout de suite l'attaché de presse. Oui, mais attention, Teddy, attends. Quand même, on est enregistré depuis la Suisse, donc c'est la première fois qu'elle est enregistrée en Suisse. Tout à fait. Et elle va être diffusée aussi en Suisse, du coup. Ok, ça c'est une première par contre. Ça, c'est le Voilà. Et tu comprends 70, 80, 90. Bah oui, tout à fait. Eh ben voilà, on est fait pour s'entendre. Allez, on va quand même passer à ta présentation, parce que parmi les gens qui nous regardent, je pense qu'il y en a énormément qui ne te connaissent pas. Donc, Vadou, explique-nous un petit peu ce que tu fais. Tu es une artiste gaming, j'ai envie de dire ça comme ça, qui fait notamment de la customisation de consoles de jeux, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Donc moi je suis plasticienne sur console, donc je customise des consoles rétro et des consoles récentes. Mais ça c'est tout frais en fait. Je viens de commencer cette année-ci. À la base, je faisais surtout de la récup et je sauvais donc les grands-mères, les Super Nintendo, les NES, les vieilles Master System pour en faire donc des consoles custom uniques et personnalisées. Mais il n'y a pas que ça. Je suis aussi graphiste, donc je fais des artworks, je fais des peintures. Donc il y a tout un tas de choses. Je suis un peu MacGyver sur les bords. D'accord, ouais. Moi j'ai notamment vu, on mettra sans doute des images en insert au montage, mais j'ai notamment vu ta dernière œuvre, je crois, en tout cas c'est la dernière, c'est la PS4 version Dark Souls. C'est juste impressionnant quand même, hein. Faut dire ce qui est, Sébastien. Ah oui, puis toutes les consoles rétro, moi je suis fan des consoles rétro, et grâce à une de ces vidéos, j'ai déjauni ma NES. Donc merci. C'est un sacré boulot, hein, franchement. J'en transpire encore. C'est juste que voilà, la vidéo dont tu parles s'appelle comment déjaunir sa NES. En fait, c'est une vidéo qu'on peut trouver sur la chaîne YouTube de Vadou Amka, et la chaîne, pour ceux que ça intéressera, s'appelle Vadou Amkaz, donc apostrophe S Project. Voilà. Ouais, très, très sympa ta chaîne.
j'ai bien aimé les musiques, les intros, les trucs. Excellent. Excellent. Merci. C'est une petite chaîne toute timide, sans prétention. Bah, oui, en tout cas, on y trouve des vidéos vraiment impressionnantes. Enfin, moi, je sais que je les ai pas toutes vues, mais presque, et à chaque fois, j'en prends plein les yeux, quoi. C'est impressionnant. Julien, je sais que toi, qui es un grand fan de jeux vidéo et de consoles, je pense que tu dois être aussi complètement conquis, quoi. Bah, tu sais, après 90 heures passées sur Dark Souls 3, la vue de cette console me moustille complètement. Oui, j'ai pas fait encore le New Game Plus, hein, celui qui m'appartient. Ouais, non, mais moi, j'ai la bave qui dégouline de partout. Je crois que moi, le projet qui m'a le plus impressionné, c'est celui que tu as fait sur c'était une Xbox One, je crois, ou une Xbox 360 plutôt, qui est The Walking Dead avec Ouais. alors ça, c'est C'est vrai que celle-là, elle a fait le tour des salons. Je ouais. pensais pas que les gens allaient être si attirés par une console à ce point dégueulasse. Parce qu'elle est quand même vachement crado et bon, quand tu vois un bras sortir d'une console illuminée avec plus de 150-200 LED, tu te fais un peu oui, qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens, ils ont tous halluciné, et c'est tous là, mais je la veux, je la veux, je la veux. Et non, en fait, c'est un modèle d'explo unique. Et Ouais. c'est souvent le cas pour toutes les consoles, comme la Dark Souls 3 qui était pour un concours de Bandai. Ouais, je sais que moi j'étais vraiment très très impressionné par cette console. Et il y a eu aussi une Xbox Halo 5, je crois, si je me Mhm. Et ouais, beaucoup de Game Boy aussi que tu as customisé. Ce que je me demandais, c'est en fait, pour ceux qui nous regardent et qui éventuellement seraient intéressés pour faire customiser une de leurs consoles, moi ce que je me demande, c'est, voilà, tu fais ça par passion ou alors c'est vraiment, enfin, entre guillemets un business. Que je veux dire, est-ce que les gens éventuellement peuvent te contacter et te dire, voilà, moi j'ai telle console et j'aimerais qu'on puisse faire telle ou telle chose dessus. Comment ça se passe exactement? Bah, si tu veux, moi quand j'ai commencé, c'était vraiment un passe-temps, un petit hobby. Je customisais déjà tout un tas de choses de mon côté. Et par rapport au custom de console, là, ça fait depuis à peu près 2012 que je me suis lancé là-dedans. Donc les particuliers peuvent me contacter s'ils ont un projet quelque peu original. Après, j'ai énormément de demandes et je pensais pas qu'il y aurait un si gros engouement en fait. Et là, actuellement, je pense que depuis un an ou deux, il y a vraiment un effet de mode. C'est-à-dire que tout le monde s'est lancé dans le custom. Il y a des choses très très sympas et des choses un peu moins travaillées. Et, et du coup, bon, moi j'essaie toujours de faire plaisir aux personnes et de représenter vraiment une partie, un moment épique de leur jeu préféré sur une console. Et souvent, je suis là aussi pour refaire vivre d'anciennes consoles qui sont cassées. Parce que, en plus de ça, je les répare quand il y a moyen et je les customise. Donc là, en fait, ça devient vraiment un objet unique, collector, Ouais. et quelque part une sorte de saint graal pour le joueur. Donc imaginons si tu casses, enfin si tu avais cassé ta première NES et que tu étais un grand fan de Zelda et que tu me demandes, tiens, est-ce que il serait possible de transformer ma NES en coffre? Parce que voilà, j'ai passé énormément de temps sur ce jeu et pour moi, qu'est-ce qui symbolise le plus? Le premier Zelda, c'est la quête, c'est la recherche et les coffres disséminés un peu partout qu'il faut ouvrir pour choper les trésors. Bah, je te dirais, ok, pas de souci, je vais te faire un coffre en bois, en vrai bois, avec ta petite NES et la petite musique épique. Alors, tu sais que là, en fait, les deux qui m'accompagnent, Sébastien et Julien, sont des gamers invétérés. Je sens la bave, tu vois, qu'il y a au coin de leurs lèvres, à chacun, là, depuis quelques minutes, après t'avoir écouté sur ce que C'est tu quoi son numéro? Ah, mais je vois déjà que la caméra est pleine de substances. Oui, non, mais là, je pense qu'ils en peuvent plus. Tu sais, la première fois où je leur ai parlé de toi, alors, pour raconter l'histoire, hein, c'est-à-dire que moi, ça fait pas très longtemps que je te connais, Vadou. J'ai en fait connu ton existence par l'intermédiaire de mes camarades de chez Exertis, qui t'as customisé une console lors du dernier MedPi à Monaco. Et donc, mais quand je suis tombé sur ce que tu faisais, sachant qu'à la base, moi, je suis pas un gamer, mais j'étais vraiment impressionné.
Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris j'ai envoyé des photos des différentes customisations que tu avais fait justement à Sébastien, hein, à Julien, puis à Mathieu qui malheureusement ne peut pas être là ce soir. Je sais que la réaction, elle était vraiment plus qu'enthousiaste et je leur ai dit, il faut qu'on essaye de l'avoir dans l'émission parce que vraiment, c'était vraiment un challenge pour nous de pouvoir te faire venir et que tu puisses nous parler de tout ça parce que c'est vraiment très 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 impressionnant les gars. Ouais. Et puis le court-métrage là que tu as fait, Oui, parce que j'allais Enfin, on allait venir après ça. tu participes à quel niveau de Pour Saturn court-métrage? Man, hein. Voilà, Voilà, c'est ouais. pas mal parce que Saturn voilà, Man. Alors, je travaille à la conception de certains accessoires et de certains décors. Ok. voilà. Est-ce que tu peux, parce que du coup, je voulais en parler après, mais vu que Sébastien nous y amène tout de suite, mais tu peux nous expliquer ce qu'est Saturday Man, parce que bon, nous, on a une petite idée déjà, parce qu'on a été voir des vidéos sur Internet, mais bon, pour les gens qui regardent l'émission, explique-nous un petit peu ce que va être plutôt Saturday Man. Saturday Man, c'est le super-héros du samedi soir qui empêche donc le méchant, le vil grand sommeil de faire en sorte que la nuit, enfin les soirées cessent. Et ainsi, Saturday Man est là pour sauver la nuit et faire en sorte que la fête continue de durer. Donc c'est un petit synopsis très très court, mais je pense que Saturday Man, surtout la nouvelle version, donc le reboot remake qu'on est occupé à faire, enfin surtout que Samuel, le réalisateur, a réussi à imaginer avec pas mal de ses potes. Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, beaucoup de subtilité au scénario. Donc, on peut en apprendre davantage, évidemment, en allant sur le site ou même en regardant le mini-film de 2012. Mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc là, évidemment, mon synopsis, c'est vraiment qu'une infime, toute petite partie, parce qu'il y a des méchants en plus, il y a du sexe en plus. Alors non, je ne parle pas de sexe fap-fap, je parle de force sexe, parce qu'il y a force drunk, il y a force joke, il y a tout un tas de nouvelles forces qui viennent se joindre à Saturday Man. Il y a des personnes aussi connues sur la sphère vidéoludique comme le joueur du grenier et Frédéric, donc Sparadranoub, qui font partie et que j'ai eu l'occasion de croiser, ainsi que Marcus. Marcus, ouais. Voilà, Marcus que vous connaissez sans doute. Bien sûr. Voilà, c'est un fameux bonhomme. Et puis toutes des voix très très connues aussi qui viendront se prêter au casting pour faire le doublage, comme Brigitte Lecordier. D'accord, ouais. Donc, Et C'est une production belge ou franco-belge? c'est franco-belge. Franco-belge. Julien, toi, tu voulais demander? Non, c'est juste pour resituer. En fait, c'est un hommage au Sentai, donc tout ce qui est Bioman Voilà. et compagnie. Bon, très décalé, avec beaucoup d'humour, mais ce qui est très impressionnant, c'est en termes de réalisation, les moyens que vous êtes donnés, les effets spéciaux, les décors, c'est magnifique. Ça n'a rien à envier à une vraie production. J'entends pas une grosse production, mais à une vraie production sur des trucs d'époque. Et vraiment, j'ai passé un super moment en regardant la version 2012, donc j'attends impatiemment le remake reboot. Du coup. Donc justement, ce remake reboot, Vadou, il sera visible où et quand? Tu as déjà une idée? Alors là, actuellement, on tourne les épisodes 1 et 2, donc les pilotes de la série. On a encore du boulot en septembre. Donc, je pense que pour la rentrée, il y aura des grosses news, il y aura des vidéos, enfin, j'ose espérer. Parce qu'évidemment, ça ne dépend pas que de moi. Moi, j'ai encore un tas de décors à achever. On a tourné une grosse partie, donc des épisodes 1 et 2. Après, il est possible que certaines choses doivent être retournées encore une fois, ou qu'on doit faire d'autres prises de vue. Mais bon, tout ça, c'est pas de mon ressort. Mais après ce que j'ai entendu et ce que j'ai pu lire, je pense que d'ici septembre, il y aura des infos. D'accord. Oui, Julien? Oui, je me posais la question, parce que ça buzz quand même pas mal. Est-ce que pour le moment, ça en reste dans l'idée juste de YouTube, ou est-ce que vous avez commencé à avoir des contacts, notamment avec des chaînes de télé? Alors, je sais qu'il y avait une chaîne de télé nationale en Belgique où il y avait un gros pourparler. Après, je ne sais absolument pas ce qu'il en découle.
Donc ça, c'est... Voilà, moi, je n'ai aucune information par rapport à ça. Peut-être que oui, il y aura des choses, peut-être que non. Voilà. Après, niveau support, il y a YouTube. Je sais que Sam, donc le réalisateur, avait parlé aussi de VHS. Excellent. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a un jeu qui sort sur NES. D'accord. Oh, Putain. bien. Ah là là. Voilà. Magnifique. Magnifique. Encore un cette Ouais, année. bon, Donc, pour être tout à fait complet, je crois également que tu es rédactrice pour deux sites, l'un qui s'appelle PXLBBQ et l'autre retroplaying.com, c'est ça, Badou? Ouais. Alors il y a Pixel Barbecue, où c'est une grande histoire d'amour depuis près de 4 ans. D'accord. C'est un peu grâce à eux que j'ai commencé les conventions. Donc là, je suis testeuse, chroniqueuse et je fais mon petit bout de chemin. Quant à Retroplaying, là en fait je suis rédactrice pour la chronique Art and Play, donc des petits tutos de customisation et de création à faire soi-même à la maison, avec les enfants, en famille, avec les grands-parents, et en fait il y a pour vraiment tous les niveaux, donc là Ouais. aussi c'est beaucoup de récup et des choses très très simples à réaliser soi-même, toujours dans l'esprit du jeu vidéo. Voilà, une activité qui peut être sympa à faire justement, puisqu'en ce moment c'est les vacances avec les enfants et les petits-enfants, ça peut être cool. Et parmi tes projets, je me suis laissé dire qu'il y aurait éventuellement à venir une collection de prêt-à-porter mixte et d'accessoires avec un design geek et chic, c'est ça? Mhm. Ça, c'est un projet pour peut-être 2017. Faut voir sur quoi ça peut aboutir, parce que donc faire des vêtements, c'est beaucoup de frais. D'accord. Alors, il y a une question qu'on m'a souvent posée à moi, et cette fois, pour une fois, c'est moi qui vais te la poser à toi. Euh, Tu dors quand? Parce qu'avec tout ce que tu fais, enfin, c'est impressionnant. Je t'avoue que c'est une très bonne question. Moi-même, je m'étonne. Je pense que j'ai un petit peu de sang de vampire. Euh, je ne dors pas beaucoup, mais quelque part, c'est c'est comme ça. C'est moi qui l'ai décidé. C'est ma vie au quotidien. Et Je puis j'aime comprends. ce que je fais, donc c'est pas un fardeau. Voilà, c'est ça. Quand on fait ce on qu'on aime, dormira quand on sera mort, comme on dit. ouais, Voilà, donc là depuis 2012, c'est vrai que mes activités se sont intensifiées depuis que j'ai commencé les conventions, donc ça a vraiment été enfin, un gros boost dès 2014-2015. Et comme je t'ai dit, il y a certaines périodes où quasi toutes les semaines je suis sur une convention, je suis sur un salon. Alors souvent les personnes elles disent ah mais t'es en convention samedi dimanche, ah ça va peinard tu rentres chez toi tu dors. Ouais mais non c'est pas tout à fait ça. Faut que ça tourne, faut que les créas continuent et généralement quand je pars sur un salon et que je dois me faire 1500 ou 2000 km en avion ou en train, ben tu pars le vendredi, faut arriver vendredi soir. T'as la convention samedi dimanche, tu repars soit dimanche soir pour arriver lundi, soit tu pars le lundi pour arriver lundi soir. C'est assez pesant en fait, mais au final c'est super chouette de rencontrer les gens, de pouvoir ouais, partager mes créations avec eux. Je privilégie donc à chaque fois sur place des petites expositions. Donc moi je ne fais pas de stand de vente parce que mes créations comme elles sont uniques, elles ne sont pas forcément à la portée de chacun au niveau du budget. Au niveau du budget donc. J'ai des artworks que je peux vendre, mais bon, là c'est de nouveau une autre problématique. C'est que comme je fais Bruxelles, la France, même aller jusque Paris, ça devient vite compliqué, surtout avec les mesures actuelles où on ne peut prendre que un ou deux bagages. Donc quand moi j'arrive avec mes kakémonos, mes roll-up et tout ça, avec mes bâches, plus tous mes prints et mes consoles. Donc j'ai 25 kilos de valises avec moi où il n'y a que des consoles. Mes vêtements, c'est un petit sac à dos de scout, comme le personnage dans Pokémon qui part faire l'aventure. Moi, c'est pareil, en fait. J'ai une chaussette, j'ai un jeans, c'est tout presque. Enfin là, j'exagère quand même, parce que d'un point de vue odeur, ça le ferait pas. Mais ou alors je prends le Febreze avec. Parce que tu parlais de convention, ça tombe bien parce que justement, ce que je voulais dire, c'est qu'éventuellement pour les personnes qui seraient intéressées pour te rencontrer lors de l'une de ces conventions, tu vas, je crois, participer au Geek Universe Festival qui est organisé en France à Carpentras dans le Vaucluse les 29 et 30 octobre prochains. D'ailleurs, c'est possible peut-être qu'on s'y croise parce que je vais peut-être aller y faire un tour parce que pour le coup, j'aimerais bien aussi
pouvoir avoir l'occasion de voir en vrai ton travail. Et puis, bon, ce genre de convention, j'en ai déjà fait quelques-unes. J'ai fait la Japan Touch à Lyon cette année, l'Asian Expo ici à Chalon. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sébastien et Julien, est-ce que vous auriez encore quelque chose à demander à Vadou pendant qu'elle est avec nous? Et là, Alors, il t'as faudrait- encore... Alors, Vas-y. Julien, vas-y. Excuse-moi. T'as encore le temps de jouer? Ouf. De temps en temps, quand il y a un jeu qui me botte vraiment et que j'ai la possibilité de le tester, oui. Mais qu'est-ce qui se passe très souvent aussi, c'est que les jeux ils s'entassent et ils me regardent de loin, ils me font des petits clins d'œil, viens donc. Mais non. Et Sébastien? Alors j'ai une NES, une Super NES, une Xbox One, et elles t'attendent toutes. Donc je vais te contacter par email, et puis je vais réfléchir aux idées. Et puis voilà. Par rapport à ça, Il faut que j'appelle. si c'est pas indiscret, est-ce qu'on peut avoir une idée éventuellement des tarifs, parce que j'imagine que comme tout le monde, je travaille pas gratuitement, bien entendu, c'est normal. Ah, pourtant, il y en a qui pensent que c'est gratuit. Alors, pour te donner une fourchette, si pas un râteau au niveau du prix, parce qu'évidemment, chaque réalisation est unique, donc le prix est forcément unique aussi, enfin, Mhm. est différent. Pour une console portable, comme une Game Boy, enfin un Game Boy, donc je ne parle pas des consoles plus récentes comme la 3DS ou la PSP, donc là je parle surtout de tout ce qui est rétro, ça peut aller de 160, donc toute taxe comprise, jusqu'à 300 euros. D'accord. Pour les consoles de salon, si je prends exemple sur la 360 Walking Dead ou la PS4, donc Dark Souls, là on est plutôt dans une gamme de prix entre 300 et 600 euros, toujours toute taxe comprise. Ah bah tu vois, moi personnellement, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus que ça, hein. Franchement, Bien, oui, on dit souvent que mine de rien, c'est pas beaucoup, c'est pas très cher, mais la réalité fait que si je up les prix, ouais, souvent les gens vont commencer à hurler, dire Mhm. que c'est de la spéculation et qu'au final, les personnes qui font de l'art avec le jeu vidéo sont juste là pour tirer profit d'engouement. Et, et voilà, donc pour éviter ce genre de débat et pour aussi ne pas faire poireauter les gens pendant 1 ou 2 ans, même si ça arrive fréquemment, là qu'il y a des personnes qui attendent depuis 6 mois, j'essaie de maintenir une sorte enfin, un prix avec un minimum. Par exemple, pour moi, il est impossible de réaliser quelque chose en dessous de 100 euros parce que, étant donné que je déclare tout ce que je fais, je ne gagnerai rien. Il y a des frais de peinture, Ouais. il y a des frais d'impression, il y a tout un tas de choses. Et si je veux travailler avec des matières nobles, comme pour la Dark Souls, qui était en bois de palissandre, quand on sait que certains bois, comme le palissandre, coûtent à peu près 40 euros pour 20 cm², bah voilà, ce sont des sommes qu'il faut prendre en compte. Idem les vernis. Pour certains vernis, je suis à 60 euros le litre. Bon, il faut faire un petit calcul pour tout ça. Donc, Ouais, c'est oui, clair. 60 euros pour, on va dire, pour des joueurs, des personnes qui payent déjà 400 euros leur console, c'est un fameux budget. Et certains ne comprennent pas comment est-ce qu'une console customisée peut valoir plus cher qu'une console achetée en magasin, édition collector, certifiée par machin chose. Ouais. Donc c'est toujours le fameux débat houleux. Donc là-dessus, voilà, il y a peut-être que certaines consoles risquent de coûter plus cher parce qu'il y a plus de boulot, peut-être que certaines coûteront moins cher parce qu'il y a moins de boulot. Donc ça, c'est vraiment Mais bon, selon tout le type dépend. de projet et des matériaux utilisés. Voilà. Et quand tu utilises un personnage qui est connu, tu as le droit de l'utiliser. Ça se passe comment au niveau du copyright ou des choses comme ça? Alors je pense que le truc surtout à éviter, c'est de mettre en grand, par exemple, The Legend of Zelda ou même le nom d'un jeu tel quel. Alors au préalable, vaut mieux quand même demander à l'éditeur ce qu'il en pense. Après, tant qu'il s'agit d'un hommage à, et que évidemment il s'agit d'une chose unique, et que même la page, des fois, enfin j'ai eu le cas avec Square Enix qui a repartagé une PlayStation 1
Final Fantasy VII, bah, ça leur fait de la publicité. Voilà, Donc, ouais. c'est clair que, C'est un échange de bons que tout ce procédés. que je réalise, j'essaie vraiment de décliner au max et de ne pas mettre tel quel un petit Mario ou tel quel un personnage. Donc il y a quand même du boulot derrière. Mhm. Et après, je ne suis pas la seule à faire ça. Il y en a d'autres qui le font aussi. Il y en a chez qui c'est encore, on va dire, plus exagéré parce qu'eux, ils prennent carrément l'artwork tel quel. Donc l'artwork qui existe tel quel. Et c'est même pas qu'ils le refont à la main ou avec leurs pattes, c'est qu'ils l'impriment, qu'ils le collent, qu'ils le vernissent et c'est fini, et c'est bon. Donc je crois qu'il y a une grosse différence entre ça et, euh, et réinterpréter une console et par exemple faire un coffre, donc une NES en forme de coffre avec le bouclier que tout le monde connaît, donc le symbole de Legend of Zelda, et dire voilà, j'ai fait une NES coffre inspiration de Legend of Zelda. Mhm. Ouais. Ok. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir accompagnés pour cette fin d'émission. C'était un petit peu Merci à vous. Puis l'une des choses aussi qui est quand même relativement importante, c'est que j'ai la chance de bosser avec les éditeurs. D'accord, ouais. Donc ça aussi c'est une protection en plus. Donc quelque part oui j'ai des chartes à respecter, je ne peux pas faire n'importe quoi avec certains personnages. Mais voilà, quand par exemple Nintendo me contacte et me dit que je peux disposer de telle ou telle console à venir chercher, c'est quelque part mon travail est quand même remercié derrière. Ouais. En tout cas, moi, je te remercie parce que, d'une certaine manière, grâce à toi, là, je viens presque de réaliser un rêve que j'avais depuis longtemps, c'est de faire de la radio, puisque on ne te voit pas à l'écran, hein, c'est ton choix. Ça entretient le côté un petit peu mystérieux. Et donc, du coup, là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait de la radio là depuis 25 minutes. J'en rêvais depuis tellement longtemps. Donc, merci beaucoup, Vadou. Et puis, bah, j'espère donc, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être te croiser, enfin, si j'ai l'occasion d'aller à Carpentras au Geek Universe Festival, je rappelle, 29 et 30 octobre prochain. C'était super sympa d'avoir fait l'effort de nous accompagner ce soir parce que, bon, pour tout vous dire, là, en ce moment, il est 23h30 au moment d'enregistrer cette émission. Donc, c'était très compliqué pour mettre en place cette émission. On a beaucoup de soucis techniques. Donc, merci beaucoup, Vadou. Merci à vous et bon courage pour demain. Bon courage surtout à Julien qui va lui se lever très tôt pour travailler demain et puis qui va également faire le montage de cette émission. Les vacances ont été bienvenues, Julien, je crois. Oh putain, j'en peux plus. Je suis sur les rotules. Je crois qu'on en est tous là. Voilà. Mais bon, j'ai fini tous mes jeux là, ça va. Bon, voilà. Tu voulais rajouter quelque chose sinon, Julien, avant de nous quitter? Non, bah, merci Badou, c'est très sympa et c'est vraiment, enfin, je suis très fan de son boulot qui est un vrai boulot de création, effectivement. C'est pas juste décorer pour décorer, c'est vraiment de l'art, ça permet de mêler deux passions, l'art et la console, d'avoir les deux chez soi, c'est une pièce unique, je trouve ça vraiment sympa. Et j'avoue que je m'interrogerai pour ma Xbox S, Xbox One S. Peut-être un futur nouveau client. Pour Vadou, ouais, en version X-Hamster, parce que comme il a 4K, tout ça, enfin bon, bref. Voilà. Peut-être un autre futur client, c'est bien sûr notre ami Sébastien, Mister Play sur YouTube. Seb, qu'est-ce que tu veux nous dire pour conclure cette émission qui aurait été longue? Bah écoutez, profitez du beau temps quand il va revenir, parce que bon, il sera revenu là quand vous écouterez l'émission, je pense. Et puis bravo à Vadou pour tes œuvres, franchement. Top. Et je pense que tu vas avoir un email bientôt. Voilà. J'ai essayé de repeindre ma NES. Bah, le petit, tu sais, le petit truc là, le petit clapet, il colle. Donc, ouais. Je vois. Du boulot. Sur YouTube, il va se passer quelque chose durant l'été, je pense. Il va y avoir des vidéos quand même. Bah écoute, je vais recevoir plein de trucs, mais je sais pas quand je vais trouver le temps pour faire des vidéos. Mais en tout cas, j'ai reçu plein de matos. Ouais, notamment une coque pour iPad de chez Moshi, si je me souviens bien. Enfin, j'en ai Voilà, entendu parler en tout cas. Exactement. Il y aura du Steadicam aussi, enfin du gimbal et des petits trucs comme ça. Alors, c'est cool, j'ai hâte de voir ça. Je voulais remercier également donc Ellie et Gilles qui étaient invités de la première partie de cette émission. Remercier notre partenaire GLG qui heureusement commence à aller beaucoup mieux et reprendre du poil de la bête. Remercier notre équipe graphique avec Stéphane pour les bannières.
Pour l'identité visuelle, on a nos amis Thomas et également Valentin. Puis je remercie notre directeur artistique Nicolas Baud, qui est également community manager de cette émission. Puis faire plein de gros bisous à celui qui nous a beaucoup manqué ce soir, c'est notre ami Mathieu de Santos, que vous retrouverez tout l'été sur sa chaîne YouTube Restez connectés. Et puis sans doute à la rentrée sur Watch dans le studio mobile et dans Andromag. Quant à moi, eh bien, je vais également être très content de voir arriver les vacances. La rentrée sera chargée puisqu'il y aura le lancement de l'association Les Lutins du Félix sur la chaîne Mighty Land, enfin la chaîne Vimeo de Mighty Land. Il ne va rien se passer cet été. Et puis pour ce qui est d'iWeek sur Watch, normalement rendez-vous à la rentrée. Et voilà, nous on sera très contents également de vous retrouver au mois de septembre pour une émission. On devrait revenir à la fois sur l'IFA de Berlin qui va se dérouler fin août début septembre, et puis sur la fameuse keynote d'Apple dont on a parlé un peu tout à l'heure, avec la prochaine génération d'iPhone. Tout ça, ça sera au mois de septembre. D'ici là, passez toutes et tous de très très bonnes vacances. Et on se dit donc au mois de septembre. Ciao à tous, bye bye. Portugal, Portugal.